Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de BFM TV. On va vous présenter aujourd'hui tous les nouveaux iPhones, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 13 mini, tous les nouveaux iPhones qui ont été dévoilés mardi dernier. Alors moi je suis Raphaël Grabli, je suis journaliste pour BFM TV, spécialisé dans les nouvelles technologies, et puis on va pouvoir parler comme ça pendant une petite heure de la nouvelle génération d'iPhone. C'était assez attendu, hein. Comme d'habitude, Apple a dévoilé toutes ces nouveautés avec une conf. Alors les confs maintenant, Covid oblige, on commence à avoir l'habitude, c'est des confs virtuelles. Pour rappel, donc il y a eu 4 nouveaux iPhones qui viennent d'arriver. Alors on va répondre aussi à toutes vos questions au cours de la prochaine heure. Dans quelques minutes, on va aussi aller voir notre ami Pierre Fontaine. Pierre Fontaine, il travaille chez 01net et il teste notamment également les iPhones. Alors j'ai pu les prendre en main, on va vous les montrer dans quelques secondes. On peut commencer par le commencement avec sûrement l'iPhone 13 qui va être le best-seller de la marque, l'iPhone qui va sortir donc dans les prochains jours. Ils arrivent tous ce vendredi 24 septembre. Donc le premier, l'iPhone 13, qui ressemble un peu, on va pas se mentir, à l'iPhone 12, mais il y a quand même quelques petites nouveautés. Autre iPhone important, l'iPhone 13 mini, alors qui succède à l'iPhone 12 mini. C'est vrai qu'il y a eu des petites rumeurs, on ne saurait pas tout à fait s'il y aurait un nouvel iPhone mini. Et puis finalement, Apple a continué avec l'iPhone mini, et c'est pour les petits formats, pour les petites mains. C'est un téléphone qu'on avait vachement aimé l'année dernière, notamment chez BFM, mais aussi chez nos amis de 01net. On a évidemment l'iPhone 13 Pro. Alors cette année, vraiment, la marque de fabrique de la gamme Pro, c'est vraiment la photo à fond. Il y a beaucoup de nouveautés en photo, en vidéo aussi, mais vraiment, Apple a changé tout, voilà, tous les capteurs photo. Donc il y a vraiment beaucoup d'évolutions cette année. Et puis, comme tous les ans, forcément, il y a le grand format, l'iPhone 13 Pro Max. Alors ça, c'est la nouvelle couleur aussi. La couleur 2021, c'est bleu glacier. Alors c'est assez sympa. Donc très jolie couleur, moi j'aime beaucoup. On a le doré aussi qui est plutôt sobre, et puis après la couleur phare entre guillemets pour l'iPhone 13, c'est le rose. Alors dans quelques secondes on va aller voir notre ami Pierre Fontaine de 01net pour voir avec lui un petit peu comment il teste les iPhones, mais je vois déjà qu'on nous demande un peu de les remontrer, donc je vais remontrer plus tranquillement, de plus près les iPhones. Donc l'iPhone 13 Pro, alors évidemment la gamme Pro c'est les 3 appareils photo, ça on commence à avoir l'habitude. Pareil pour l'iPhone 13 Pro Max avec le triple capteur photo. La différence c'est qu'on a le 3e appareil photo, c'est le téléobjectif, c'est-à-dire c'est le téléobjectif qui a un zoom qui permet notamment le mode portrait avec une focale resserrée. Ça permet d'avoir un zoom différent parce que cette année c'est un zoom x3, c'était x2 l'année dernière. On va voir que ça change aussi quelques petites choses. Et puis l'iPhone 13, alors j'essaie de le rapprocher le plus possible de la caméra, avec donc le double capteur. On aura remarqué qu'Apple a un petit peu modifié comme ça la position des capteurs photo, qui maintenant sont en diagonale. Alors sur le papier, c'est censé être une contrainte technique parce que le capteur est plus grand. Après, ça permet aussi de montrer accessoirement qu'on a le dernier iPhone. Je ne sais pas si Apple a voulu quand même mettre un petit signe distinctif pour inciter un peu quand même ses potentiels clients à les acheter. Et puis donc le 13 mini. Alors il y a quelque chose que j'aime beaucoup cette année, qui est assez cohérent je trouve, c'est qu'il n'y a aucune différence entre le 13 et le 13 mini, et entre le 13 Pro et le 13 Pro Max, à chaque fois dans les fonctions. C'est-à-dire que au cours des années précédentes, on a eu des fois où il y avait des petites différences, des fonctions qu'il n'y avait pas, notamment l'année dernière, le 12 Pro Max, il y avait quelques améliorations en photo qu'on n'avait pas sur le 12 Pro. Là, cette année, ce qui est intéressant, c'est que peu importe le format qu'on apprécie, on peut retrouver absolument les mêmes fonctions. Voilà, donc pour tout vous dire, ça fait quelques jours maintenant qu'on les a en main, donc il y avait beaucoup de promesses du côté de chez Apple, notamment au niveau de la photo. J'ai pu un petit peu m'amuser avec, j'ai pu les tester. Ce week-end, j'ai pu en profiter pour faire pas mal de photos, principalement avec le 13 et le 13 Pro. Et puis il y a nos amis de chez 01net, notamment Pierre, qu'on va tout de suite, dans quelques minutes, joindre du labo. Qui va nous montrer un peu en fait comment ils font pour tester les téléphones, parce que finalement quand Apple ils présentent un téléphone, ils vont nous dire il a un nouvel écran qui est extrêmement lumineux, qui a un contraste incroyable, etc. Faut savoir qu'on peut mesurer tout ça, et que chez 01net, qui fait partie en fait du même groupe que BFM TV, donc c'est un peu nos cousins, mais encore plus spécialisés sur certains détails techniques, eux ils vont derrière pouvoir tester, ils ont du matériel spécifique pour tester ça. Il y a très peu de médias, il faut le dire, notamment en France, mais même dans le monde en fait, qui ont un laboratoire spécifique
pour tester les smartphones, bah, chez Zero Net, ils ont un labo donc pour tester l'écran. Évidemment, après, il faut tester par exemple l'autonomie parce que c'est vrai qu'Apple peut parler de batterie de 1 heure, 2 heures en plus, mais derrière, il faut pouvoir un petit peu le vérifier, il faut pouvoir comparer les téléphones entre eux. Là aussi, on va voir avec Pierre comment ils s'organisent pour essayer de trouver une sorte de test qui permette de comparer les téléphones entre eux. Il y a déjà pas mal de questions qui arrivent. Alors notamment le prix, c'est vrai qu'on pourrait rappeler le prix et on a déjà pas mal de questions. Continuez à nous envoyer les questions parce que là on va basculer avec Pierre, mais évidemment on va poser aussi des questions techniques à Pierre et puis ensuite vous pourrez aussi me poser d'autres questions. Alors c'est vrai que les prix, en fait pour faire simple, c'est les mêmes que l'année dernière. C'est-à-dire qu'en gros l'iPhone 13 mini il est à 809 €, l'iPhone 13 il est à 909 €, l'iPhone 13 Pro, alors je triche un peu hein, évidemment, je les ai imprimés, hein, je les ai devant moi. L'iPhone 13 Pro, 1159 € et le Pro Max, 1259 €. Ce qui est intéressant, c'est sur le 13 et sur le 13 mini, on n'a plus de stockage de 64 Go. Maintenant, c'est 128 Go minimum. J'ai envie de dire pour le même prix. Alors, ça fait un peu racoleur comme ça, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'Apple double la capacité de stockage sans augmenter le prix, donc c'est assez appréciable, y compris par exemple l'iPhone 13 256 Go, pour ceux qui veulent un peu plus, il a 1029 €, il me semble que l'année dernière de mémoire pour le coup, l'iPhone 12 256 Go, il était à 1079 €. Donc il y a une petite baisse de prix à quantité de stockage égale. Donc c'est toujours appréciable parce que franchement aujourd'hui quand on nous promet des vidéos en 4K, des excellentes photos, bah, ça prend de la place ou on veut enregistrer aussi des contenus sur Netflix, ça prend beaucoup de place, un Spotify, un Apple Music, un Deezer. Il faut de la capacité de stockage. C'est vrai qu'en 2020 et 2021 a fortiori, un stockage de 64 Go c'était un peu limité, donc c'est plutôt pas mal qu'Apple double le stockage et commence à 128 Go. Autre nouveauté, alors là c'est vraiment pour ceux qui ont de grosses exigences et un gros porte-monnaie, c'est que sur les versions Pro, on va jusqu'à 1 Teraoctet de stockage. Alors là, les prix s'envolent, 1739 pour le 13 Pro et 1839 pour le 13 Pro Max. Donc là, c'est pour des usages quand même assez spécifiques. Et puis après, on rajoute, si on veut, l'Apple Care, les coques. Donc on peut monter au-dessus des 2000 €. Mais voilà, en gros, l'iPhone 13 qui va être le best-seller, à 909 €, vous avez 128 Go. C'est pour, on va dire, pour le plus gros des usages avec un peu de cloud. Ça peut être un peu limité si on est un peu dans le cloud, qu'on utilise beaucoup de cloud, ça peut le faire aussi. Alors, Mathieu qui nous demande pourquoi c'est cher ces téléphones mobiles. C'est cher déjà parce que c'est, alors j'ai envie de dire c'est Apple, ce qui n'est pas complètement vrai parce que maintenant c'est vrai que tous les téléphones sont chers. Mais parce que il y a beaucoup de R&D et concernant Apple et ses principaux concurrents, il y a quand même beaucoup de marketing aussi, ça coûte très cher. En gros, tous les ans, on a un peu les données d'ailleurs sur le prix de revient des iPhones. Si on assemble la somme des matériaux tout simplement, en gros un iPhone vendu 900 €, il va coûter entre 250 et 300 € à Apple. Donc le différentiel, c'est la marge évidemment, mais derrière il y a aussi les frais de marketing, de transport, de distribution. Voilà, mais après Apple c'est une entreprise qui fait beaucoup de marge, ils sont à 40% de marge, donc c'est sûr que c'est des tarifs qui sont assez élevés. Ceci dit, après c'est vrai que aujourd'hui sur les modèles haut de gamme, on s'est habitué à avoir des produits à environ 1000 €. Chez Samsung, c'est maintenant pas très loin. En France, maintenant, on a Oppo qui est aussi un des concurrents qui arrive. Donc, c'est vrai qu'on est sur des téléphones avec des prix qui atteignent facilement ou qui frôlent en tout cas les 1000 €. Alors, Zlatan qui me demande est-ce que la différence de poids avec la plus grosse batterie se ressent? Alors, c'est intéressant comme question parce que justement, j'ai entre les mains du coup à la fois le 13 et le 13 Pro. Alors, sur le papier, ils font exactement la même taille. C'est le même format, d'ailleurs j'ai pas rappelé les diagonales d'écran. 5,4 pouces pour le mini, donc c'est vraiment le smartphone qui tient dans la main, et 6,1 pouces pour les 13 et 13 Pro. En gros c'est la même chose que l'année dernière, et oui, la réponse est oui, clairement. Alors c'est pas que la différence de batterie, c'est qu'il y a aussi d'autres choses, notamment au niveau de la photo, mais notamment au niveau de la batterie. Il y a une différence de poids entre les deux, le 13 et le 13 Pro qui sont pourtant exactement de la même taille, qui est assez notable. Franchement quand on l'a entre les mains, le 13 Pro, on sent vraiment que c'est plus lourd. Après, c'est pas un handicap majeur, mais c'est vrai qu'on ressent vraiment la différence. Et le 13, du coup, est plutôt léger, ce qui est pas désagréable. Alors justement, Zlatan, t'enchaînes sur l'autonomie. Je pense que du coup, c'est peut-être le bon moment pour aller voir notre ami Pierre Fontaine, alors qui est au-dessus de nous, au 7e étage, qui va
nous parler du labo et qui justement va nous parler des tests d'autonomie, entre autres. On va l'appeler tout de suite sur Skype. On espère qu'il va décrocher. Salut Pierre. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Super. Tout va bien? Quelques étages au-dessus de toi, comme tu le Et disais. ben voilà, exactement. Donc justement, on a des questions sur les iPhones forcément, sur l'autonomie. Donc là-dessus, je Ouais, pense que tu vas pouvoir nous en parler parce que ce qui est intéressant, c'est que quand Apple, il nous présente, mais d'ailleurs comme tous les fabricants, quand ils nous présentent des téléphones, ils nous disent cette année, c'est 2 heures de plus d'autonomie par rapport à l'année dernière. C'est vrai que c'est très ouais. compliqué à mesurer parce que finalement, on a tous un usage hyper différent. Tu vas aller sur Twitter toute la journée, l'autre sur Instagram. Tu vas avoir Mm. du réseau. D'ailleurs, tu vas capter ou pas, très bien. Et on voit qu'il y a des énormes différences de batterie. Dès qu'on capte moins bien, ça se décharge hyper vite. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment vous, par exemple chez 01, vous faites pour mesurer une autonomie. Alors, je connais un peu la réponse puisqu'on a un peu bossé ensemble par le passé, par mon historique chez 01 où je testais quelques smartphones avec toi, mais tu vas pouvoir l'expliquer et montrer peut-être un peu comment ça se passe. Alors, je vais pas montrer dans le détail comment on fait les tests d'autonomie parce que les tests d'autonomie sont très très longs, évidemment, et de plus en plus longs. Plus les batteries sont bonnes, plus les tests prennent du temps. En fait, chez Zero on a 3 tests qu'on pratique, 2 qu'on met particulièrement en avant. Alors, je vais citer les 3. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'autonomie polyvalente, qui va en fait être une simulation d'usage du quotidien, donc du surf, un peu de vidéo, d'email, etc., etc. Donc un ensemble d'usages qu'on a tous, à peu près tous les jours, qu'on va enchaîner de manière un peu intensive jusqu'à ce que la batterie rende grasse. Donc ça, c'est le test d'autonomie polyvalente que je trouve à mon sens le plus intéressant parce que c'est celui qui se rapproche le plus. Comme tu le disais, effectivement, les gens vont être un peu plus sur Twitter, d'autres un peu plus sur Safari, d'autres vont écouter de la musique, d'autres vont jouer. Donc c'est une moyenne, on va dire, c'est une autonomie moyenne plutôt vraisemblable. Ensuite, on a une autonomie en streaming vidéo qu'on a mis en place. Alors, on a un serveur vidéo qu'on va interroger pour éviter les fluctuations de bande passante vers des serveurs Netflix, par exemple. Et là, pareil, on va demander à streamer un film pendant aussi longtemps que le téléphone de 100% de batterie à 0% de batterie. Donc Et à la fin, on va vous avoir... déchargez à chaque fois vraiment le smartphone en Voilà. entier. Ça, faut le dire parce que ça Ah prend oui, du oui, temps oui, du coup. oui. Bah oui, voilà. Donc, effectivement, il faut le décharger. Donc, surtout que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, avant l'iPhone 11, les iPhones n'étaient pas réputés pour leur autonomie, hein, il faut bien le dire. On avait la tentation des batteries externes était forte. Et puis, arrivé avec l'iPhone 11, il y a eu une bascule, il y a eu une prise de conscience, il y a eu un changement. Et effectivement, l'iPhone est devenu, fait maintenant partie du club des iPhones des iPhones haut de gamme qui ont une bonne autonomie. Et la génération 13 n'aimons pas ça du tout. Et puis, le troisième test, alors c'est un test qu'on continue à faire parce que ça permet de voir s'il y a des petits problèmes, des problèmes d'optimisation, etc. C'est un test de communication où, en fait, on demande à l'iPhone de passer un appel téléphonique pendant aussi longtemps qu'il le peut. Alors, on atteint des vingtaines d'heures et sur certains smartphones, même parfois, on passe le cap des 30. Alors, évidemment, personne ne passe 30 heures au téléphone, ça peut être très bavard, mais ça permet de voir, par exemple, si le modem est bien optimisé par rapport au reste du matériel. Donc, le modem, c'est ce qui permet de passer des appels ou de surfer sur Internet. Donc, ça permet de voir s'il y a des petits problèmes d'optimisation. Donc, c'est pas forcément un test qu'on met beaucoup en avant, mais qu'on continue à faire malgré tout. Donc ces 3 tests, voilà, on les fait. Ça prend effectivement, ça peut prendre facilement 2-3 jours, hein, parce que là, les derniers iPhones, le 13 Pro, par exemple, il est à 19h18 d'autonomie polyvalente, c'est-à-dire pour un usage on va dire intensif qui passe du surf à la vidéo, mail, etc. Il tient plus de 19 heures, quasiment 19h20. Je me souviens, sur le 7 ou le 8, on n'était pas genre vers 8-9 heures, un truc comme ça. Enfin, Oui, c'était. ouais, c'était C'est ça. ça, Alors hein. après, effectivement, à l'époque, les smartphones Android faisaient beaucoup mieux, mais n'étaient pas aussi pas si proches de la vingtaine d'heures. Mais effectivement, maintenant, oui, il y a eu un grand saut en avant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'année dernière,
il y a eu des progrès encore, parce que l'année dernière, le 12 Pro, donc qui est l'équivalent du 13 Pro, il était à 17h45 d'autonomie polyvalente. Donc là, ça veut dire qu'on s'est pris à 1h30 tranquillement dans l'année, quoi. Oui, donc bien. c'est plutôt, disons que c'est raccord avec ce qu'ils annoncent. Mais après, quand tu dis on prend des mesures, etc., en fait, justement, ce qui est intéressant, parce que forcément, ça peut pas représenter parfaitement l'usage de tout le monde, mais Bien sûr. quand on parle justement des anciennes générations, et ce qui est intéressant dans le fait d'avoir un process comme ça, c'est que ça permet de comparer les smartphones entre eux et les smartphones sur plusieurs années aussi, parce que tu gardes le Tout même... à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'évolution relative. Voilà, tout à fait. En fait, on maintient, alors, et c'est pour ça que parfois on introduit peu à peu des nouveaux protocoles pour coller aussi à l'évolution des puces, mais on maintient un ensemble de charges, de calculs, de telle sorte qu'on puisse effectivement dire l'iPhone 4S qui tenait, alors je dis n'importe quoi, 7 heures, avec les mêmes usages, maintenant l'iPhone 13 il va tenir 12 heures et plus de plus, quoi. Donc voilà, donc effectivement ça permet de voir une vraie évolution à la fois de la taille des batteries, de l'optimisation des puces et de plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Parce que par exemple, si on veut continuer sur l'autonomie, en autonomie vidéo, toujours si on prend le 13 Pro et le 12 Pro, on a quasiment un saut de 6 heures d'une génération à l'autre. Donc évidemment, ce n'est pas lié seulement à la batterie, ça peut pas être que la batterie, elle n'est pas si grosse, beaucoup plus grosse que ça. C'est lié aussi à la technologie ProMotion qui fait varier la vitesse de rafraîchissement de l'écran. Donc c'est une technologie qui existe dans des smartphones Android depuis des années. Apple n'a rien inventé. Ils ont mis un peu de temps à le faire. Et d'ailleurs, ils le font arriver que sur le Pro. Voilà, ils le font. C'est un peu dommage, on aurait bien aimé le voir sur le 13. Oui, alors ça, il faudra en parler à ceux qui conçoivent les gammes chez Apple. Effectivement, c'est un moyen de différencier le pro du non pro. C'est un moyen d'inciter à prendre les modèles les plus chers et les plus évolués. Ça, c'est un autre débat. Néanmoins, voilà, cette technologie qui existait déjà dans les iPad Pro est arrivée sur les iPhones, donc c'est plutôt une bonne chose. Ils le font intelligemment. Il y a une variation de 10 Hz, donc 10 images par seconde à 120 Hz. Et donc, en fait, il y a ce taux de rafraîchissement qui varie en fonction des usages. Par exemple, si vous lisez un e-book sur votre iPhone, vous n'avez pas besoin d'un taux de rafraîchissement énorme, ça n'a aucun sens. Donc là, vous serez rafraîchi à 10 Hz avec une petite pointe quand vous tournerez une page pour que l'animation soit fluide. Et pareil, si tu regardes un film sur Netflix, voilà, ça sert à rien d'aller au-dessus de 24 images par seconde. Tout à fait. On garde la fréquence historique du cinéma, donc 24 images par seconde, et on colle aux choses. En revanche, effectivement, si on regarde, si on joue, si on regarde, je ne sais pas, des différents supports qui méritent une plus haute fréquence de rafraîchissement, effectivement, là, on atteindra les 120 Hz. Et donc, pour revenir à l'autonomie, cette variation du rafraîchissement de l'écran consomme évidemment de l'énergie, c'est logique. Donc, moins on rafraîchit son écran, moins on consomme, plus on rafraîchit, plus on va consommer. Donc, le fait d'ajuster en temps réel aux besoins, ça permet d'économiser la batterie et d'expliquer pourquoi il y a eu un tel saut en autonomie vidéo. Et puis, il y a aussi un troisième élément, c'est que dans la 15, la nouvelle puce qui anime ce processeur, il y a eu l'introduction de nouveaux éléments hardware qui travaillent à la compression et décompression de la vidéo. Autrement dit, ça va consommer, on va dire, le résultat va être optimal pour une consommation d'énergie réduite. Et effectivement, ça se sent bien, on l'enregistre. Un gain de 6 heures, c'est quelque chose, je ne crois pas qu'on l'ait vu dans l'histoire des iPhones, ça ne s'est pas vu, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Oui, en gros, il y a deux volets. Premier volet, on essaie d'augmenter la batterie le plus possible. Deuxième volet, on optimise pour utiliser l'énergie le plus intelligemment possible. Et en jouant sur les deux, idéalement, mais même sur l'un, on peut vachement gagner en autonomie. Et sachant qu'il y a toujours cet atout essentiel qu'a Apple et que n'ont pas, il faut bien le dire, les concurrents sous Android, c'est l'intégration, le contrôle absolu entre matériel et logiciel. Apple a de plus en plus de contrôle sur son matériel. Le fait que maintenant, depuis quelques années maintenant, les puces, les AX, donc maintenant on est à A15, soient conçues par Apple, donc on va dire taillées sur mesure pour ses besoins, et que le logiciel iOS soit développé uniquement par Apple, ça permet des synergies, des gains de performance
que ne peuvent pas se permettre les concurrents sous Android, même en travaillant, en faisant des surcouches, en optimisant les choses, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Après, ça ne veut pas dire que les smartphones sous Android ne sont pas bons et n'ont pas des autonomies de dingue parfois, hein. Et ça, les smartphones sous Android ont beaucoup d'avantages. Néanmoins, effectivement, c'est un atout qu'Apple a et qu'il met beaucoup en avant, c'est cette intégration hardware et software. Du coup, question forcément, est-ce que l'autonomie là, du 13 Pro, est-ce que vraiment elle est meilleure qu'avant? Ou est-ce que... Oui. voilà, est-ce Oui, qu'il y a vraiment une amélioration sensible? Alors tu parlais du 13 Pro, mais sur le reste, sur le mini, sur le... Sur les mini, alors, pour tout dire, nos tests sont encore en cours et c'est pour ça que on est prudent. Mais effectivement, on enregistre des progressions entre 1h30 et 2h en autonomie polyvalente. Donc on colle à peu de choses près. Sur le mini aussi? Ouais, parce que mini un peu moins parce que taille de batterie plus petite, hein, bien sûr. Mais il y a un progrès en autonomie sur les 4 smartphones de la gamme 13. Il y a un progrès en autonomie par rapport à la génération 12 sortie l'année dernière. Ouais, parce que le 12 mini, moi, le format qui est compact, qui plaît à certains, ça implique une plus petite batterie. C'est vrai que l'autonomie du mini, c'est parfois un peu limité. C'est-à-dire qu'en fin de journée, je me souviens quand je l'avais utilisé, j'aime beaucoup ce format, mais c'est vrai que l'autonomie, c'est compliqué. Donc, si le 13 mini a une bonne autonomie, ça peut être aussi un plus, quoi. Oui, ça, effectivement, c'est un bon argument. Alors, sachant que si les rumeurs disent vrai, et les rumeurs peuvent se tromper, ça évidemment, hein, on ne sait pas s'il y aura un 14 mini l'année prochaine. Parce que apparemment Apple a été un petit peu déçu des ventes du 12 mini. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire que si effectivement le 13 mini, qui est un format 5,4 pouces, donc plutôt, c'est le smartphone qu'on peut vraiment utiliser sans aucun problème d'une seule main, et donc effectivement qui est compact, mais la compacité impose aussi une plus petite batterie. Le fait qu'il y ait un gain en autonomie pourra peut-être satisfaire et attirer plus d'utilisateurs et donc donner une deuxième chance à ce format compact. Question aussi qui revient assez fréquemment, logique, notamment KC Browser qui nous demande s'il y a des vraies différences entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Oui, alors oui, il y a des différences. Alors effectivement, le travers qu'on a tous, et moi le premier, c'est de me dire la différence déjà c'est le design. Bon, en l'occurrence, t'as les capteurs photo en diagonale maintenant. Voilà, maintenant alors sur les 13 mini, au lieu d'être placés verticalement, les capteurs à l'arrière sont effectivement en diagonale. Il y a un tout petit peu plus d'épaisseur du boîtier, mais c'est pas, c'est notable, mais vraiment il faut faire attention. Il y a un petit peu un gain en poids, comme tu le disais tout à l'heure. Et puis après, les différences, elles se font au niveau de la dalle, qui est plus lumineuse. Aussi bien avec un affichage normal qu'avec un affichage HDR, parce que c'est une dalle HDR. Et puis après, il y a les puces à l'intérieur, l'A15 qui apporte un peu plus de puissance, qui permet aussi, grâce à son processeur d'image, grâce à différents composants intégrés, d'apporter de nouvelles fonctions en photo notamment. Et puis, effectivement, si on se tourne vers la photo, il y a maintenant, en fait, on trouve le module grand angle qui était réservé au 12 Pro Max l'année dernière, donc au plus cher. On le trouve maintenant intégré, en tout cas pas exactement le même, mais la même technologie dans les 4 modèles. Donc on gagne aussi en photographie, même si on garde seulement un module grand angle et un module ultra grand angle. Alors je précise, ça me donne l'occasion aussi un peu de les remontrer. Parce qu'on a quand même pas mal d'internautes qui veulent les voir. Il y a 3 caméras. Ce qu'on appelle le grand angle, en fait, sur les pros, ouais. Sur les pros, c'est ce qu'on appelle communément le capteur principal. C'est la focale qui s'ouvre, la photo que ça prend si juste vous ouvrez l'application. C'est le module par défaut. Ouais. C'est le module par défaut grand angle. Après, il y a l'ultra grand angle. Qui est le module vraiment où là on a plus de choses qui rentrent dans le champ, pas mal notamment pour les paysages. En fait, il y en a un, c'est l'ultra grand angle, c'est un équivalent 13 mm si on fait référence à la photo argentique. Après on est en 26 mm pour le grand angle. Donc ça c'est la seule chose qu'on a sur les 13 et 13 mini. Et puis sur les modèles pro, on a effectivement ce qu'on appelle un téléobjectif qui cette année a fait un beau progrès par rapport à l'année dernière, vu que c'est un équivalent 77 mm.
Bah, pendant qu'on en parle, j'ai pris quelques photos ce week-end pour Ouais. montrer un peu ce que ça peut donner justement. Parce qu'après on va parler encore un petit peu de photos. Mhm. Tiens, d'ailleurs pendant ce temps-là, pendant que je suis en train de trier mes images, l'écran du coup, parce que tu dis qu'il est plus lumineux, mais ça change quelque chose ou pas? Parce que franchement, Bah, enfin, quand ça tu es va à changer des l'intérieur, choses. ça... Ça va changer des choses quand on l'utilise, par exemple, en extérieur, en plein soleil, que ce soit à la plage ou dans la rue en été. Oui, ça sera plus lisible. Oui, ça change les choses. C'est plus agréable. Après, la luminosité de la dalle, enfin une dalle plus lumineuse, c'est juste un confort d'utilisation en situation de lumière externe élevée. Après, on peut toujours le réduire si on est dans son lit et qu'on trouve que c'est trop lumineux. Oui. Tiens, je vais montrer pendant ce temps-là, en même temps. Hop. Mais donc Ah, en fait, juste pour rentrer un petit ouais, peu un peu plus en précision dans la luminosité, euh, Apple a continué à faire des distinguos, hein, vu que c'est une dalle HDR. Il y a deux valeurs. Il y a une valeur de luminosité pour un contenu normal et ce qu'ils appellent un pic de luminosité HDR, c'est-à-dire si vous regardez un film en HDR, par exemple, il y aura plus de luminosité pour rendre grâce à l'encodage, enfin au format HDR. Et donc, effectivement, on est soit on va dire, généralement entre 1000 ou 1200 candélas par mètre carré. Alors, le candéla ou le nit, c'est une unité de mesure de la luminosité d'un écran, enfin d'un écran en l'occurrence. Donc, les annonces, Apple généralement est pas filou sur les chiffres qu'il annonce. Hein. Il n'annonce pas des chiffres qui sont pas tenus. Souvent, par exemple, sur le 13 Pro, je sais que la luminosité annoncée est normale et à 1000, et on l'a mesurée à 960 et quelques, je crois. oui, donc Donc c'est. on est, Mais du coup, on est l'intérêt, c'est ouais. quand on est dehors, en fait, quand il y a du soleil, c'est là où Oui, on voit la différence, parce que sinon. la luminosité, c'est vraiment ça. La luminosité en général normale, c'est quand on a un environnement très lumineux pour pouvoir continuer à regarder son écran, sans avoir à plisser les yeux, sans avoir à le cacher pour éviter les reflets. Et puis en HDR, c'est pour profiter effectivement d'un contenu compatible HDR ou Dolby Vision. D'ailleurs, on a MoonZTW qui nous demande est-ce que ça sert vraiment quelque chose d'activer le HDR? Parce qu'il trouve ça assez moche, lui, quand il l'active sur les ordinateurs. Euh, Après, c'est une question de, alors il y a une question de goût déjà effectivement. Après, il y a une question aussi de volonté de profiter. Par exemple, pour certains films qui ont été pensés, étalonnés, réfléchis comme ça et produits comme ça. C'est un peu se priver d'un choix artistique et d'un outil technique que de ne pas l'activer, de ne pas vouloir en profiter. Donc, oui, on peut s'en passer, on peut très bien vivre sans. Hein. La preuve, on a vécu sans la GRL Dolby Vision pendant des années, en l'occurrence pendant des décennies en ce qui me concerne. Mais, oui, c'est un plus technologique. Est-ce que c'est un plus qui mérite de forcément dépenser des fortunes et de forcément choisir les iPhone 12 qui sont restés en gamme ou les iPhone 13 plutôt qu'un iPhone moins cher de la gamme? Pas forcément si vous n'en voyez pas l'intérêt, c'est pas une technologie vitale. Bah justement, parce qu'il y a Manav qui nous demande moi qui prends jamais de photos, est-ce que j'ai un intérêt à acheter l'iPhone 13 versus, je suppose, l'iPhone 12, voire l'iPhone 11 qui est encore en gamme d'ailleurs? Alors, si vous prenez jamais de photos, après, ça dépend des autres usages parce que ne pas prendre de photos ne veut pas dire, par exemple, que vous ne servez pas de votre smartphone pour beaucoup jouer. Hmm. Euh, il faudrait savoir quels sont les usages qui sont pratiqués. Effectivement, il y a une évolution en photo entre le 12 et le 13. Si la photo est quelque chose de pas du tout primordial, et que le jeu non plus, aller s'orienter vers des iPhones un peu plus anciens mais qui sont toujours dans la gamme et pas du tout un mauvais choix. Alors, je leur recommanderais de viser autour du 11 parce que c'est à partir de là où l'autonomie est bien. Après, la différence, juste une petite précision, le 11, il n'y a pas encore la 5G du coup. C'est le seul truc. Non, il y a Voilà, pas la si on 5G. fait. Après, bon, 4G c'est très bien aussi, Voilà. mais si on veut de la Après, 5G, ouais, c'est le 12.
c'est amusant parce que tout à l'heure, quand on parlait de HDR et j'allais parler de technologie qui n'était pas forcément vitale, j'allais parler de la 5G pour faire une comparaison. À l'heure actuelle, la 5G a- apporte des choses dans certains cas, mais il y a plein de tests objectifs qui montrent que généralement la 4G des opérateurs est encore meilleure ou en tout cas suffisamment bonne pour que ça n'ait pas forcément le coup Oui, de ça change. passer. Pour le moment, ça Voilà, change pas la vie. Hein. Franchement, c'est voilà. peut-être à la limite pour le revendre dans 3 ans, mais Voilà, pour l'instant, c'est plus effectivement une question de durabilité du produit qu'une question d'usage à l'instant T. Effectivement, ça peut être utile parfois. Quand vous êtes près d'une antenne 5G, effectivement, vous allez télécharger plus vite et c'est bien. Mais un modèle 4G, à mon avis, n'est pas quelque chose de complètement dépassé. Enfin, ça peut être, quand on a comme tout le monde, des restrictions budgétaires à tenir dans son budget mensuel et qu'on a que l'argent pour un iPhone 4G, je pense que un bon, ça peut être un bon choix, effectivement, de prendre un iPhone 11, par exemple. parce qu'après, je regarde les prix de ce qui est des iPhones qui sont toujours vendus chez Apple. Après, on peut les trouver ailleurs, forcément moins chers. Surtout qu'après, on va arriver dans les périodes du Black Friday, machin. Donc, on va avoir des promos. Mais là, Apple, ils le vendent l'iPhone 11, par exemple, 600 euros. Donc, c'est vrai qu'on est quand même à 300 euros de moins. Donc, c'est Ouais. vrai que finalement, c'est peut-être pas forcément la peine, si on prend pas de photos, d'acheter le tout dernier, quoi. Tout à fait. Et puis, sachant que ce qui est intéressant, c'est que Apple est, j'allais dire, un des rares, peut-être même le seul fabricant de smartphones, et grâce à l'intégration logicielle matérielle dont on parlait tout à l'heure, à fournir un suivi aussi long et des mises à jour aussi longtemps à ces smartphones. Donc, même si vous prenez un iPhone 11 qui n'est plus complètement récent, il n'est pas sorti l'année dernière, vous savez qu'il sera mis à jour sur un cycle de 6-7 ans à partir de son lancement. Donc, ça veut dire que voilà, vous aurez, vous ne serez pas abandonné en matière de mise à jour de sécurité, vous aurez des nouvelles fonctions, même si vous n'aurez pas toutes les nouvelles fonctions des nouveaux iOS, c'est pas forcément un problème de choisir un iPhone un peu plus ancien. Tiens, on nous demande si c'est une vidéo sponsorisée. Alors non, c'est pas une vidéo sponsorisée parce qu'on parle d'Apple, parce que c'est tout simplement, on parle des téléphones les plus vendus au monde. Donc on s'est dit que pour l'événement, parce que ça concerne beaucoup de monde, on allait pouvoir en parler. Mais du coup, je vais le garder un peu Pierre. On va aussi parler des choses qui nous plaisent moins. Là, c'est vrai on a parlé plutôt des qualités des derniers iPhones. Alors franchement, c'est avec moi qui l'ai testé depuis quelques jours, 3-4 jours, toi aussi. Moi, c'est vrai que globalement, d'ailleurs, il y a les tests qui sont en ligne là. Globalement, on est plutôt satisfait, mais il y a quand même des petites choses qu'on aurait peut-être aimé voir. Alors, moi, j'ai parlé déjà de l'écran à 120 Hz que j'aurais franchement aimé voir sur l'iPhone 13. Je trouve que c'est un peu Ouais. dommage, surtout quand même chez la concurrence. On le voit quasiment partout, Tout à y fait. Oui, compris sur. Android C'est là-dessus devenu la norme. roule sur Apple de manière folle. Apple continue à mettre du LCD dans certains de ses smartphones qui sont encore vendus. L'OLED, alors effectivement, il y en a dans les Android vraiment à tout petit prix, mais quand je dis à tout petit prix, Ouais, c'est oui, c'est à moins 200 de euros. 200 euros, Ouais. quoi. Donc effectivement, là-dessus, Apple pourrait faire des efforts. On parlait tout à l'heure de leur façon de concevoir des gammes et d'inciter à grimper peu à peu dans la gamme et à se dire ah ouais, mais là il y a ça en plus, il y a ça en plus, il y a ça en plus. Effectivement, ça aurait été plutôt bien, vu qu'ils rattrapent leur retard, de mettre du 120 Hz dans les 4 modèles. Bon, après, je n'ai pas le numéro de Tim Cook, donc je ne peux pas lui passer un coup de fil pour lui dire. Mais bon, on peut espérer que ça viendra. En tout cas, il y a une certitude, c'est que le 120 Hz est plutôt intelligemment intégré dans les 13 Pro et 13 Pro Max. Et d'ailleurs, il y a un autre truc, en parlant des défauts entre guillemets, mais surtout en ce moment avec le Covid, avec le masque, c'est le Ouais. capteur empreinte digitale qui sur les Android Ouais. est arrivé quand même depuis maintenant franchement 3 ans Ouais. sous l'écran. Alors, Ouais. on aime ou on n'aime pas, mais au moins ça a l'avantage d'être là. C'est vrai que là, chez Apple, pareil, on n'a toujours que le Face ID. Chaque année, on dit ils vont mettre le capteur d'empreinte enfin sous l'écran comme chez Android. C'est vrai qu'avec le masque, franchement, Face ID, du coup, on se retrouve à taper le code, voilà. Ouais. Ça aussi, c'est un des trucs qu'on aurait bien aimé voir. Ils le font même pas sur les pros, donc c'est vraiment qu'ils veulent pas le mettre en place pour le moment. Je, je,
En fait, il y a effectivement des rumeurs de personnes bien informées qui disent qu'Apple y réfléchit. Après, il faut aussi voir que il y a tout un écosystème de sécurité qui se crée autour de Face ID, qu'il y a une intégration dans la Secure Enclave. Il faut voir si ils jugent les capteurs d'empreintes sous l'écran assez performants pour les usages qu'ils ont, parce qu'il faut aussi penser que le Face ID on peut payer avec. On peut payer avec. Voilà, peut permettre de payer. Donc, ça veut dire que les banques valident un système sécurisé, une chaîne de sécurité. Donc, est-ce que les exigences des banques et d'Apple dans ce domaine permettent ça? Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent expliquer qui n'ait pas fait ce choix-là. À titre personnel, oui, effectivement, dès que je suis dans la rue, dès que je suis même au bureau, là je l'ai enlevé parce que je suis seul dans la pièce, mais effectivement, on a tendance à avoir un masque, et donc Face ID, si on a la chance d'avoir une watch, on peut demander à la watch d'aider à déverrouiller. Autrement, on tape son code à 6 chiffres une centaine de fois par jour, et c'est un petit peu casse-pied. Tiens, on a une autre question de Matt. Il se demande s'il vaut mieux prendre un iPhone 12 reconditionné ou un iPhone 11 neuf. Alors, je crois que c'est valable pour tous les modèles. En gros, est-ce qu'il vaut mieux prendre du reconditionné récent ou du neuf de la génération précédente? Moi, j'ai un avis sur la question, franchement. Je vais te laisser répondre avant. Moi, je suis pas un immense fan du reconditionné. Ça dépend des cas, mais il faut faire attention. Là, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire ça dépend reconditionné où et par qui. Parce que généralement, le reconditionné implique tout un ensemble de vérifications, de remise presque à neuf, de nettoyage, etc., et effectivement d'appareil qui n'a pas normalement un écran cassé, des rayures, etc. Donc le reconditionné, si on parle juste d'un point de vue de la fiche technique, l'iPhone 12 reconditionné sera plus intéressant. Mais si c'est un reconditionné, un site un peu bizarre, un petit peu interlope, une fois encore, ça va dépendre des usages, parce que l'iPhone 12 a apporté des progrès, notamment du côté de la photo, qui peuvent valoir de prendre le risque du reconditionné. Ouais, en fait, il faut faire attention. Est-ce que c'est une place de marché de reconditionneur? Est-ce que c'est un vrai reconditionneur? Et puis, je le répète encore une fois, on est quand même, alors c'est pas encore pour faire la promo d'un événement, mais on est quand même à 2 mois du Black Friday. Ça va arriver vite. C'est vrai qu'à mon avis, on va voir quand même sur les anciennes générations, d'ailleurs, pas que Apple, hein, sur tous les smartphones, même sur des versions neuves, en général, on a quand même des remises qui sont plutôt pas mal en reconditionné, quoi. Tout à fait. Et il y a un autre point sur lequel Apple joue beaucoup. Alors, on va parler de la photo après, parce qu'évidemment, c'est le gros bloc, la photo. Mais il y a quand même, on parlait de durabilité, sur la solidité de ces iPhones. Alors, ils expliquent que, alors pas étanche, résistant à l'eau, ça c'est hyper important. Ils sont pas étanches, parce qu'ils sont pas garantis s'ils tombent dans l'eau. En fait, ils sont certifiés IP68, ce qui veut dire que la garantie est que s'ils tombent dans l'eau et qu'ils restent à une certaine profondeur pendant moins d'une demi-heure, je crois que c'est 1 mètre pendant une demi-heure. Ouais, c'est ça. Normalement, ils fonctionnent encore. Mais il n'est pas garanti, la garantie marche pas, hein. Voilà, mais effectivement, s'il tombe dans une bassine que vous le sortez tout de suite, ça devrait bien se passer, mais il n'y a pas de garantie absolue. C'est juste des certifications industrielles, hein. D'ailleurs, si je me souviens bien, le 6, c'est pour la résistance à la poussière, et le 8, c'est pour la résistance à l'eau. C'est haut, ouais, exactement. Il n'est pas étanche, vous n'en servez pas comme une caméra sous-marine. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà, il faut faire attention à ça. C'est une garantie qu'en cas d'accident, ça devrait bien se passer. Voilà. Et les nouvelles, ils parlent aussi des nouvelles couches de verre. Apparemment, c'est alors ça fait plusieurs années qu'ils en parlent. Oui, le Ceramic Shield. Ouais. Sur la face avant. Alors, sur la face avant, à l'arrière, c'est aussi fragile qu'avant, du coup? Non, alors normalement, le verre Ceramic Shield, c'est une exclusivité d'Apple, parce que généralement, tout le monde a entendu parler du Gorilla Glass, qui a été développé par Corning, qui est une société de la côte est américaine, qui est d'ailleurs rentrée sur le marché des smartphones grâce à Apple, hein. C'est Steve Jobs qui allait frapper à leur porte en disant on pensait mettre du plastique sur notre premier iPhone, mais c'est vraiment pas possible, ça se raye.
il faut que vous nous fassiez du vert. Donc bon, X années plus tard, on se retrouve avec le Ceramic Shield, qui est un verre en fait qui a été développé spécifiquement en partenariat par Apple et Corning qui est donné pour être plus résistant encore que le Gorilla Glass. Mais là encore, derrière, on privilégie une coque quand même. Avec un marteau. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, effectivement, ça rassure parce qu'effectivement, il peut y avoir la mauvaise chute sur le mauvais angle, le mauvais point avec le mauvais caillou et ça va casser. Mais dans l'absolu, effectivement, c'est un verre qui est plus résistant que les autres, mais ça reste un verre. Tiens, il y a Roux qui nous demande, on veut des tests en direct. Alors, on va montrer, justement, dans 2 minutes, là, je vais vous montrer des photos que j'ai prises ce week-end, justement, pour vous montrer vraiment ce que j'ai pris, moi, avec l'iPhone. Mais juste avant, sur le reconditionné, il y a Nasty Bullet qui nous dit, apparemment, les reconditionnés, faut faire attention à ce que l'écran n'ait pas été changé, parce que sinon, ça enlève la fonction True Tone, qui capte. Alors, c'est le fait que les couleurs s'adaptent en permanence à l'environnement. Ouais, la lumière, en fait, oui, la chaleur de l'éclairage va varier en fonction de la lumière ambiante. Par exemple, si vous avez une lumière un peu tamisée de fin de journée, un petit peu plus douce, un peu plus jaune, les couleurs de l'écran vont aussi un petit peu s'apaiser, être un peu plus chaudes, pour qu'il n'y ait pas une trop grosse différence entre ce que vous avez sous les yeux et la lumière environnante. Et alors ça dépend effectivement si c'est du reconditionné Apple ou pas, par exemple. Ouais. Donc ça, effectivement, il faut voir. Je ne connais pas tous les acteurs du reconditionné parce qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés ces dernières années. Il y en a qui sont très fiables, d'autres non. Mais bref, il faut faire attention à ça. Il faut voir s'ils ont des accords avec Apple pour accéder à certaines pièces. Ça peut arriver. Donc il faut faire attention. Tiens, bah voilà, on nous parlait un peu de tests en direct. Alors, c'est pas tout à fait en direct, mais c'est les photos que j'ai prises ce week-end. Comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les tests sont généralement très ennuyés à suivre en direct. C'est très long en fait, ça. Ou alors fallait marcher avec nous tout le week-end. Voilà, un test d'autonomie, généralement, on passe de temps en temps pour voir si ça n'a pas planté. Parce que si ça a planté, il faut recommencer. Mais il n'y a rien de très stimulant. Un test de dalle, on affiche sur des différentes mires sur un écran, on met des sondes et on fait des mesures. Ça n'a rien de très très excitant. Alors on peut faire les tests en direct, mais effectivement le test le plus intéressant c'est soit le marteau, soit le Will It Blend. Si on le met dans le mixeur et on voit si c'est mixé. Mais c'est les seuls tests que je trouve un peu sympa dans le monde en fait, qui soient un peu rigolo. Tiens, je vais commencer avec la nouvelle fonction en vidéo, ça s'appelle cinématique. Ouais. Donc c'est vraiment la fonction qui est censée imiter le côté un peu cinéma, c'est-à-dire qu'il va modifier un peu la mise au point et qui va un peu simuler. En fait, c'est un mode portrait vidéo. J'ai fait une vidéo ce week-end avec notre ami Pascal Samama et Victoria qui travaillent avec moi à la tech. Voilà, on voit qu'on peut varier un petit peu comme ça. L'arrière-plan, le second plan. Alors malheureusement, je crois qu'à l'écran, tu vois que Pascal. On voit que Pascal, donc c'est un peu dommage. Alors voilà, tiens, on va cadrer comme ça. Voilà, on va cadrer comme ça. En fait, on peut raconter en même temps. En fait, c'est la technologie, c'est un mélange de détection de personnes, d'objets, détection de mouvements, des algorithmes aussi qui sont basés sur des techniques de cinéma, de composition de plans, etc. Et quand il y a une personne dans un plan, sauf si vous en décidez autrement, c'est cette personne-là qui sera nette. Dès qu'une autre personne rentre dans le plan, cette personne deviendra nette et l'autre personne deviendra floue. Apple a glissé un petit peu d'intelligence artificielle, enfin d'algorithme de reconnaissance, par exemple. Si la personne tourne la tête, la deuxième personne tourne la tête vers la première, le plan va repasser automatiquement net sur la première personne. Donc c'est des petits trucs comme ça. Et après, effectivement, on peut définir des points de netteté. On peut dire, je veux que ça soit cette tasse plutôt que les deux personnes. Je préfère que ce soit la feuille de l'arbre derrière plutôt que Pascal. Parce que c'est un effet artistique, parce qu'on veut raconter une histoire différemment. Donc il y a plein de possibilités. Et en fait, ce qui est assez bluffant, c'est que cette technologie, elle repose sur une partie de l'A15, qui est ce qu'on appelle le Neural Engine, qui est le réseau neuronal qui en fait exécute des calculs, des algorithmes de machine learning pour détecter les objets. Et en fait, cette fonction qui est limitée à la Full HD, donc 1080p, et 30 images par seconde, 30 images par seconde, en fait, elle va faire la netteté sur tous les plans du cadre pour ensuite pouvoir s'adapter au plan que vous choisirez net. Ouais, alors. Est-ce que ça...
Ouais, pardon. Justement, au final, ça ressemble à un mode portrait en vidéo, donc c'est vrai que Ouais. tout est fait par de l'intelligence artificielle, hein, c'est pas du tout une vraie mise au point optique. Alors du Non. Et coup, d'ailleurs, alors et ça, oui, non, vas-y, excuse-moi, vas-y. non, non, juste, bon là sur Twitch, c'est difficile de se rendre compte, mais on va mettre la vidéo en ligne, on pourra, comme ça tout le monde pourra beaucoup mieux la voir. Sur un petit écran, ça rend vachement bien, franchement. Ouais, Notamment si on veut s'amuser, à mettre sur les réseaux sociaux et tout. C'est vrai, après quand on a grandi, c'est très sympa, mais on voit quand même, mais comme le mode portrait, qu'il y a un petit tout cheveu à qui fait. va être flou, les Tout à lunettes, fait. enfin, on sent que En, ça en- reste algorithmique. Voilà, il y a encore les limites pour tout ce qui est contour un peu complexe ou un petit peu flottant. Par exemple, des mèches de cheveux avec un espace entre les cheveux. Et d'ailleurs, même dans la vidéo qui a été mise, qui a été diffusée pendant la keynote d'Apple et qui a été mise en ligne par Apple ensuite, où il y a l'espèce d'enquête criminelle Hmm. euh, qui est avec le gamin, le monsieur qui a perdu sa boucle, son bouton de veste. À un moment, on voit un plan, il y a un personnage qui est devant il y a un véhicule il y a un flou d'arrière-plan. Donc lui est net et l'arrière-plan est flou. Le problème, c'est que l'arrière-plan va s'appliquer au-dessus du toit de la voiture, mais si on regarde à travers les vitres de la voiture, l'arrière-plan est net. Hmm. Et c'est bien là, on voit bien qu'effectivement, là, c'est de l'algorithmique, c'est des algorithmes qui font le travail et qu'en fait, les algorithmes s'appliquent à ce qui est détecté comme l'arrière-plan. Et si la structure du plan est un peu complexe parce qu'il y a des effets de transparence, bah, les algorithmes ne s'en aperçoivent pas. L'œil humain, oui, mais l'algorithme, non. Et donc, on n'a pas le flou partout. Donc, c'est une technologie euh, qui vient d'arriver. Hein. C'est la première fois qu'on voit ça comme ça sur un smartphone. Donc, évidemment, elle est perfectible. De même que le mode portrait des iPhones a encore des ratés alors qu'il est là depuis quelques années maintenant. Donc, c'est pas parfait. Il y a des ratés, mais effectivement, il y a un petit côté sympa. Est-ce que ça sera utilisé au quotidien par tout le monde? Par exemple, si on veut rapidement filmer les premiers pas de son enfant, je suis pas certain, Hmm. mais c'est un petit côté qui peut être sympa et Oui, c'est sympa les gens sur qui aiment faire. le. Ouais, Oui, ça, oui, et puis les créatifs, ceux qui aiment bien se faire des petites. Enfin, je vois par exemple, pas plus loin que mon fils qui aime bien se faire des petites vidéos avec ses potes. Je pense qu'il pourrait éventuellement s'amuser avec ce genre de mode s'ils ont s'ils ont un iPhone 13 Pro et ou ça, 13. donc le mode cinématique, donc c'est dispo sur tous les iPhones, hein, c'est pas que pour les pros. Que les 13, mais tous les 13. Ouais. Et oui, que tous les 13. Autre nouveauté dont Apple parle pas mal, c'est le style photo. Ouais. Alors, style photo, c'est pour ça que j'ai commencé à mettre les images en arrière-plan. C'est compliqué à expliquer pour expliquer en quoi c'est différent d'un filtre. C'est-à-dire qu'en fait, on peut régler un petit peu l'exposition, la colorimétrie, mais c'est avant de prendre la photo, c'est en amont Ouais. de la prise de vue. Et après, ça l'intègre dans la machine. Alors, franchement, je trouve que le seul moyen, c'est pour ça, là, j'ai pris des photos que je vais montrer. Je trouve que c'est bien plus parlant, en fait. C'est-à-dire que c'est contrairement à un filtre qui va s'appliquer un peu de façon bourrine. Moi, j'aime bien cette fonction. Autant la fonction vidéo cinématique, c'est sympa. Je trouve que c'est un peu perfectible, c'est sympa. Mais pour le quotidien, je suis d'accord avec toi. Je suis pas sûr qu'on l'utilise forcément au quotidien. Autant les styles photos, moi, je me suis bien amusé avec. Et là, on le voit à l'image, par exemple. En gros, ça permet de pas appliquer un filtre de façon un peu bourrine sur toute l'image, mais simplement de sélectionner des zones d'image pour que ça donne un peu l'impression, moi je trouve, de prendre la même photo au même endroit, mais à deux moments différents ou dans deux saisons différentes. Là, je montre samedi, donc j'ai pris la photo d'un immeuble. Alors là, en plus, je l'ai fait avec le zoom x3 du 13 Pro. Donc là, c'est la première ambiance et on change d'ambiance, on met un autre style. Alors c'est dans l'appli photo tout ça en fait. Dans l'appli photo, on peut modifier le style photo et donc on peut modifier un peu la lumière, on peut Voilà. modifier la chaleur. Est-ce qu'on a l'impression d'être en été, d'être en hiver? Et donc En là, fait, ouais, ça modifie deux critères, hein, c'est ton et température. Donc, c'est des critères qui existaient déjà dans les réglages auxquels on pouvait accéder dans l'application photo, mais qui sont là, réunis dans des modes préétablis. Si je me souviens bien, il y a donc le mode standard, contraste vif, intense, ouais, vif, vif, intense. chaud, froid. Enfin voilà. Ouais, voilà. Effectivement, ça permet d'avoir des couleurs plus chaudes, donc un peu plus douces, des couleurs un peu plus bleutées. Effectivement, c'est ce que tu disais par avoir l'impression que c'est à différents moments de la journée parce que la lumière évolue au fil de la journée alors qu'on l'a pris au même moment Bah, et on a joué sur ces réglages-là. là, sur la photo que je montre, d'ailleurs, il y a une petite pendule en bas à droite, donc on voit qu'il est grosso modo 5h-10 à la même période. Au même moment, là, je trouve qu'on dirait qu'il est midi quasiment. Et là, on est vraiment en fin de journée. Donc,
J'ai trouvé ça plutôt sympa. Encore une fois, après, il faut voir si vraiment les utilisateurs vont l'apprivoiser, vont s'amuser avec. Et après, on le Bah, garde en mémoire. Ça, c'est pratique aussi. voilà, en fait, on le définit au premier lancement de l'application. Après, on peut le changer, mais si on a une préférence, si on aime systématiquement avoir un contraste un peu intense, des différences entre les zones d'ombre et les zones de lumière très marquées, ben, on prendra le contraste intense. Autrement, on prendra des couleurs un peu plus chaudes. Enfin, on définit ça au début et on peut le changer ensuite. Et puis après, toutes les photos qui sont prises tant qu'il n'y a pas de changement seront dans ce style-là, sachant qu'on peut à chaque fois modifier, hein, on est bien d'accord, le ton et la température pour renforcer un effet ou l'adoucir. Tiens, je voulais te montrer celle-là parce qu'on en a un peu discuté hier de la photo. Et Ouais. c'est vrai qu'on se demande du coup avec ce prix-là, est-ce qu'on a le meilleur appareil photo? Alors il y a plein de fonctions qui sont sympas. En vidéo, moi je trouve que c'est franchement canon sur la stabilisation. Ouais. Voilà, c'est franchement canon. En photo, c'est vrai que il y a d'autres smartphones, c'est vrai notamment par exemple, moi il y a le Pixel que j'adore de chez Google, et Mm. notamment au niveau du piqué de la texture, c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé avoir un peu plus de texture. Ouais. Et Alors là, bah, ouais, là, je zoome ben, exprès pour qu'on puisse voir, tu vois. est-ce que les iPhones sont les meilleurs en photo? Non. Hmm. Non, mais la réponse, elle est sans embâche. Et ce sont des bons appareils photo. C'est très agréable. Ils sont notamment rapides en autofocus. Ils permettent de déclencher vite, de photographier ses gamins, photographier un beau paysage. Il y aura une impression très jolie, mais effectivement, ça manque de piqué, ça manque un peu de richesse. Il y a toujours cette impression hein, qui a depuis plusieurs années quand même, quand on zoome vraiment presque d'aquarelle, des aplats pas très nets de couleurs. Donc, à mes yeux et aux yeux d'ailleurs d'Adrien Branco, qui est notre spécialiste photo à la rédaction, un P30 de Huawei est bien meilleur. Et même le roi absolu de la discipline, enfin P30 et 40. Mais effectivement, Apple a, alors, par des choix d'optique, par des choix de capteurs, et puis par des choix maintenant, parce qu'on voit bien que mine de rien, le réseau neuronal de la 15, il est hyper puissant, mais ils s'en servent pas forcément Mais j'ai l'impression que c'est ce pour. qu'ils veulent, moi. Parce qu'en fait, Mais en fait, c'est une signature. C'est une c'est signature. ça. Les C'est leur couleurs sont style. très justes. Les couleurs sont très justes. L'exposition est excellente en règle générale. Sur les trois modules, elle est quasiment unifiée. Il n'y a pas, quand on passe du téléobjectif au grand angle ou à l'ultra grand angle, il n'y a pas des verts qui d'un seul coup deviennent des jaunes fluo, quoi, Hmm. comme ça arrive encore sur certains smartphones Android. Donc il y a une vraie maîtrise. Il y a des vrais points forts. On ne va pas dire que Apple, les iPhones sont des mauvais appareils photo, c'est pas ça. Mais ce ne sont pas les meilleurs. La question c'est Bah, est-ce qu'ils sont les meilleurs? La réponse est non. moi, je trouve que quand on regarde les photos sur l'iPhone ou quand on les publie sur les réseaux sociaux, c'est canon. Après, disons que si on veut faire des agrandissements derrière ou des vraies grandes photos qu'on va regarder sur des grands écrans, là, Mm. effectivement, il n'y a pas le meilleur piqué. Mais j'ai l'impression que, enfin, Apple, ils font Ouais. des smartphones pour le grand nombre et pour Mais, l'usage le plus commun finalement, en fait. mais en revanche, je vois dans les commentaires et à Sir Newt qui a tout à fait raison. La façon, les données qui sont enregistrées par les iPhones sont parfaites pour les Instagrammeurs. Ouais, bah Effectivement, c'est ça. il y a les données qu'il faut, il y a la justesse de couleur qu'il faut, il y a les informations de luminosité et d'exposition qu'il faut pour qu'on puisse retravailler, regagner de la netteté en poussant un petit peu les effets algorithmiques. Donc effectivement, pour Instagram, les iPhones sont parfaits, quoi. Il n'y a Ah pas de oui, parce problème. que Mais quand on parle de photo pure, ce ne sont pas les meilleurs appareils photo. Mais je veux dire, c'est pas grave. C'est regrettable parce qu'on préférerait qu'ils soient les meilleurs, parce que comme ça, on préfère toujours avoir ce qu'il y a de mieux, évidemment. Mais néanmoins, ils ont des points forts, notamment effectivement pour Instagram. La vidéo, et s'ils frappent fort avec le mode cinématique aussi, c'est parce qu'en vidéo, ils sont meilleurs que la concurrence pour les questions de stabilité, pour les questions de calibrage de modules, comme je disais, où l'exposition, la fidélité des couleurs est respectée, où il n'y a pas de temps de latence quand on passe d'un module à un autre. Dès qu'on change le module, paf, on peut filmer, on peut gérer ça. Les puces sont suffisamment puissantes même pour faire du multicam avec certaines applications. Donc, on ne va pas dire que les iPhones sont achetés à la poubelle et qu'ils sont mauvais en photo et en vidéo. C'est pas le cas. Ils sont moins bons que certains en photo et en vidéo, ils sont parmi les meilleurs, si ce n'est les meilleurs.
Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit à l'écran. Alors, c'est-à-dire que sur l'image, là, quand on zoome, on voit que tout n'est pas net, mais c'est vrai que si je dézoome, la photo, elle est vachement bien et on a envie de la mettre sur Voilà, Instagram, quoi. Et tout à fait. j'en montre une dernière, et là, je vais parler des 13 Pro et des 13 Pro Max, parce que ça, franchement, pour moi, c'est vraiment moi ce que j'attendais le plus. Moi, je suis un fan de zoom, toi aussi, d'ailleurs. Ouais. La différence entre le zoom x2 sur les. Alors, si je dis x2 x3, notre ami Adrien Branco va me tuer, mais c'est pas grave. La Le puissance zoom, d'agrandissement. voilà. On était en x2 sur les générations précédentes ou x2,5 sur le Pro Max. Là, on est à x3. Ce week-end, j'ai été voir l'Arc de Triomphe, si décrié, mais que je trouve d'ailleurs très sympa. Avec un zoom comme ça, la photo, je la trouve canon, quoi. Le zoom x3 comme Ouais, ça c'est tout à vraiment fait. sympa. Ce que j'aurais aimé voir sur l'iPhone 13 d'ailleurs, mais c'est que sur le Pro. Ouais. Ben, en fait, donc la puissance d'agrandissement, pour faire plaisir à Adrien, la puissance d'agrandissement qui était de x5 avec les modèles Pro est maintenant x6. Hein, c'est-à-dire que si on part du 13 et qu'on va jusqu'au 77 mm, et ben, ça fait un x6. Donc effectivement, moi je trouve que c'est super intéressant. Alors, je suis plus téléobjectif qu'ultra grand angle. Alors je sais que ça fera peut-être crier certaines personnes, parce que j'aime bien me concentrer sur un détail, soit d'un bâtiment, d'un paysage, et j'aime bien aussi ce que ça permet de faire en portrait. Hmm. Ça permet de Ouais. resserrer les choses, soit de choper un détail du visage, un détail du Attends, faut que je regard. regarde si j'en ai pas une Et d'ailleurs. effectivement, donc cette introduction du 77 Voilà. mm est plutôt bénéfique en ce sens. Enfin, moi, je trouve on préférait toujours plus enfin, qu'il fasse plus, hein, qu'il fasse du x10 comme certains, ou même enfin, plus que ça. Mais bon, ce x6 est bien mené. Voilà, bah là je montre en même temps la. Je montre en même temps une photo de chien que j'ai prise, mon chien prise ce week-end avec le zoom justement, ça fait un peu un portrait comme ça, donc non c'est vraiment sympa. On va terminer sur la photo. Ouais. Juste pour répondre à Sir Newt, qui dit après qui zoome ses photos, personne. Alors, il y a deux cas où le manque de matière un petit peu porte préjudice à Apple. C'est effectivement quand on veut recadrer un peu sa photo, et certaines personnes veulent le faire, ça arrive, notamment quand on fait un tirage, et ça arrive qu'il y a encore des gens qui font des tirages. Et puis, effectivement, quand justement, même parfois sans faire un tirage, mais quand on fait un tirage un petit peu conséquent, on se rend compte à l'agrandissement, au passage sur le papier, qu'on manque un petit peu de se piquer. Alors, rien de catastrophique, mais ça manque. Voilà. Donc c'était juste pour répondre à Sir Newt qui a des participations très intéressantes. On va terminer deux petites questions rapidement sur la charge. On va répondre très rapidement parce que la réponse est claire. Malheureusement, c'est Lansano qui dit toujours pas de port USB. Ben non, malheureusement, c'est toujours du Lightning. Avec un peu de chance, ça arrivera l'année prochaine si l'Europe l'impose. Non, c'est 2024 au minimum. Donc à mon avis, d'ici là, il y aura même plus de chargeur. Ils vont peut-être basculer même. Ouais, voilà, ce serait bien. Après la recharge sans fil est pas forcément une bonne chose parce que d'un point de vue de l'efficacité énergétique, c'est lent, quoi. On n'est pas encore. C'est lent et puis il y a une déperdition qui fait que, alors j'ai pas les ratios en tête, mais on consomme. Pour 100% d'énergie utilisée, on ne va pas en transmettre 100% à l'appareil. Donc le câble est encore le plus efficace pour recharger maintenant à l'heure actuelle. Justement, Smoka qui nous demande la vitesse de charge, combien de temps en gros. Parce que c'est vrai que ça c'est un avantage des Android, c'est qu'en général ils chargent plus vite que les iPhones. Alors là, on est désolé, on va pas arriver aux 30 et quelques minutes de certains Oppo et autres. Là, on reste entre 1h39 et quasiment 2 heures selon la taille de la batterie et des modules. Donc ouais, il n'y a pas de. Par exemple, si on prend le cadre du Pro, du 13 Pro, pardon, il recharge en 1h59. D'accord. Avec le chargeur, alors d'ailleurs, il n'y a pas de chargeur dans la boîte. Avec le chargeur livré fourni, qui est un 20 watts. Oui, pas le chargeur. Ok. Et tiens, dernière question, Matt qui nous demande est-ce qu'un chargeur rapide à 12 € sur Amazon, c'est risqué pour la batterie? Alors normalement, il y a des contrôleurs qui font que ça ne flinguera pas la batterie. Oui, au pire, ça ne fonctionne pas, quoi. Mais alors pour le coup, souvent, il faut quand même faire un petit peu attention aux chargeurs parce que,
même pas forcément qu'avec l'iPhone. Il faut faire attention aux chargeurs qui sont fournis parce que sur certaines marketplaces, sur Amazon notamment, alors c'est un peu moins le cas maintenant, mais il y a parfois des chargeurs qui sont vendus par des vendeurs chinois qui ne sont pas certifiés CE. Donc ils n'ont pas passé les contrôles sécurité européennes. Et sauf si vous voulez mettre le feu chez vous, il faut faire attention à ça, quoi. Voilà. Donc effectivement, ça se tente, mais il faut quand même faire attention à la provenance et au modèle et ce qui est bien certifié, ce genre de choses. Enfin, c'est un conseil très général pour le coup. Oui, Lanzano qui nous dit j'espère que la Commission européenne va imposer le chargeur universel. Non, mais c'est vrai que ce serait pas mal. En plus, c'est sur les iPads, il y a déjà l'USB-C. Donc franchement, Apple, il y avait un avantage sur Lightning il y a quelques années parce que le Lightning, on peut le mettre dans les deux sens. Le micro USB, c'était chiant parce qu'il fallait le mettre dans un sens précis. Là, il n'y a plus ça. Il n'y a plus tellement de raisons techniques. D'autant plus que Apple a été assez actif dans le développement du standard USB-C, donc, et qu'ils le mettent effectivement dans leur Mac, dans leurs iPads, même dans leurs iPad mini, et comme ils l'ont annoncé pendant la keynote, donc voilà. Oui. Ok, alors du coup, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un test chez vous qui est sorti déjà ? Ouais, et on va en distiller dans les jours à venir. Il y en a 4, donc on va pas tirer les 4 le premier jour, ça serait un peu gâché. On les distille. Donc sur 01net.com, sur 01net.com, il y a l'iPhone 13 Pro qui a dû sortir, si je me trompe pas. Sur BFM TV, vous avez l'iPhone 13. Et comme on a la chance d'en avoir reçu un chacun pour pouvoir les tester, tu publieras aussi l'iPhone 13 et moi aussi l'iPhone 13 Pro, comme ça, on pourrait même comparer entre nos avis. Voilà, merci beaucoup, merci Pierre en tout cas. De rien, c'était un plaisir. À très vite. Et puis donc on te retrouve sur 01net.com. Et merci de nous avoir suivis. Bye. Voilà, merci beaucoup en tout cas, merci de nous avoir suivis. Donc j'espère qu'on vous a répondu, qu'on a pu un peu vous éclairer sur les sorties de ces nouveaux iPhones, iPhone 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max. Donc comme on vous le disait, voilà, il y a le test de l'iPhone 13 sur bfmtv.com et le test de l'iPhone 13 Pro qui va arriver très prochainement aussi sur bfmtv.com. Très bonne fin de journée à tous et merci beaucoup de nous avoir suivis.